Audrey Madec, diplômée voilà, merci, diplômée de l'école du Louvre, qui a travaillé sur les collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du musée de Marseille, les collections textiles, qui va nous rapprocher de régions plus proches de, nous, des régions tampons qui ont connu une histoire particulièrement mouvementée, une histoire de rencontres et de croisements parfois difficiles, et qui sont les Balkans. Et donc vous allez nous parler des costumes en broderie d'or. Nous restons dans le textile et nous restons dans les broderies d'or, des Balkans, témoins des transferts culturels, avec un point d'interrogation. Et donc j'imagine que vous nous expliquerez le sens de cette interrogation. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je remercie par la même occasion les organisatrices de cette journée pour l'opportunité qui m'est donnée d'exposer les résultats d'une recherche qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour vous présenter rapidement le contexte de recherche, en fait il s'agissait de mener une étude approfondie d'un ensemble de costumes brodés d'or qui sont conservés au MUSEM. Le corpus il réunit des typologies de vêtements variés, donc notamment des vestes, des gilets ou des manteaux, comme on peut le voir ici. Et tous ces items proviennent donc des Balkans, notamment d'Albanie, du Monténégro, de Macédoine et de Grèce. Et donc c'est une ère culturelle qui s'est trouvée sous domination ottomane du XIVe au XIXe siècle, voire même au XXe siècle pour des pays tels que l'Albanie, la Macédoine et le Kosovo. Et donc, en fait, plus qu'un territoire conquis, les Balkans s'étaient vraiment considérés comme une province centrale de l'Empire, aux côtés de l'Anatolie. Et ça a pour implication le fait que l'histoire balkanique, elle est intimement liée à celle du monde ottoman, que ce soit avec sa géographie, sa vie sociale, son économie, mais aussi son artisanat, y compris en ce qui concerne donc la technique de la broderie d'or. Et la majorité des items étudiés, ils sont d'ailleurs datés du XIXe siècle, donc ce qui correspond à une phase d'apogée dans la production de broderie d'or sous l'Empire ottoman. L'enjeu de cette recherche, c'était donc de s'interroger sur l'existence ou non de transferts techniques et plus largement culturels liant les Balkans et le monde oriental. Parce qu'il est vrai qu'en tant que marqueur d'identité, les vêtements sont susceptibles de révéler les signes distinctifs d'une appartenance culturelle, mais également les croisements et les métissages qui peuvent s'opérer entre diverses communautés. Et là où c'est intéressant, c'est que la technique de la broderie, elle est d'autant plus favorable à cette problématique qu'en fait, il s'agit d'une technique de décor, c'est-à-dire qu'elle intervient non pas pendant mais après le tissage, en fin de chaîne opératoire, ce qui en fait vraiment un signe identitaire très fort. Et en plus de cela, c'est une technique qui est peu contraignante et donc accessible à toute la population, puisqu'on parle de broderie dès que l'on fixe un fil, peu importe sa nature, sur un fond textile à l'aide d'une aiguille ou d'un crochet. L'enjeu de ce sujet axé sur le concept de transfert culturel, il était aussi et avant tout d'ordre méthodologique. En effet, c'est une approche qui vise à appréhender les phénomènes culturels dans les domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie, en s'efforçant en fait de déconstruire la vision classificatrice occidentale qui est très souvent pensée à l'aune des notions d'hégémonie et de résistance. Donc là, en fait, il s'agit d'aller au-delà des frontières nationales pour refléter au mieux la nature des phénomènes culturels qui se sont produits au cours des siècles. Et donc, comme on l'a évoqué ce matin, depuis le début du XXe siècle, les termes qui sont employés pour décrire et pour théoriser tous ces phénomènes, ils se sont multipliés.
On a pu parler, et on parle même encore parfois d'acculturation, de transculturation, d'influence, de traduction, de créolisation, d'appropriation. Et du coup, c'est important de s'interroger sur le terme qu'on emploie. Et de mon côté, donc, j'ai fait le choix d'employer la notion de transfert culturel, puisqu'à mon sens, c'est un concept qui permet d'éviter un certain nombre d'écueils méthodologiques qu'on rencontre fréquemment en fait, dans l'étude des phénomènes culturels. En fait, cette notion, elle implique 3 points vraiment essentiels. Le premier, c'est qu'elle va permettre une compréhension du processus plus que du fait. C'est-à-dire qu'avec cette notion, le chercheur ne va pas se contenter de relever les indices qui témoignent d'un échange, mais il va s'intéresser au processus même de cet échange, c'est-à-dire vraiment aux conditions de circulation. Donc ça va impliquer d'identifier les acteurs et les vecteurs de transmission, les voies de circulation, de s'interroger aussi sur les différences entre ce qui peut être observé entre le point de départ et le point d'arrivée, ou encore de s'intéresser aux modifications qui ont lieu en cours de route. Et donc, une telle approche, ça permet de ne pas s'enfermer dans une description ressemblance-différence qui se révèle souvent inopérante. Et les travaux sur les transferts culturels, ça n'insiste pas tant sur des considérations matérielles et factuelles, même si elles sont bien sûr présentes, mais ça insiste davantage sur les enjeux qui sous-tendent ces considérations et sur les modalités qui sont à l'œuvre. Le second point important à souligner, c'est que c'est un concept qui permet de mettre en évidence un réseau de relations. C'est-à-dire que ça permet d'introduire le fait que les phénomènes culturels, ils sont souvent multilatéraux et réciproques. Alors que souvent, les autres termes ont tendance à impliquer le fait que les phénomènes culturels s'opèrent seulement entre 2 aires culturelles et qui se font à sens unique. Et enfin, un troisième point qui me semblait important autour de cette notion, c'est qu'elle permet un renversement de l'angle d'approche, puisque ça permet de situer la focale d'analyse sur le contexte de réception plutôt que sur celui de production. Et de ce fait, ça évacue l'image d'une culture réceptrice passive, et c'est une image qui est souvent induite notamment par le concept d'influence qu'on emploie encore beaucoup à propos de ces études. Donc ce cadre conceptuel étant posé, je vais vous présenter les résultats de cette recherche, en commençant par ce qui relève de la documentation du corpus à proprement parler, puisque pour effectuer une étude rigoureuse des phénomènes culturels qui ont traversé la région balkanique durant l'époque ottomane, il fallait au préalable acquérir de solides connaissances sur les pièces étudiées, tant concernant leur matérialité que leur contexte de production et d'utilisation. Compte tenu du faible nombre de références bibliographiques qui concernent la broderie d'or des Balkans et compte tenu aussi de la fiabilité relative des données, j'ai fait le choix d'une étude archéométrique, donc axée sur la caractérisation des fils métalliques utilisés et l'identification des techniques de broderie mises en œuvre. Donc c'est une approche qui est complètement complémentaire de l'approche iconographique et stylistique dont on a pu avoir un aperçu dans l'intervention précédente. Donc pour mener cette étude archéométrique, les échantillons du corpus, je les ai analysés via une couverture photographique à l'échelle macroscopique et microscopique. Ça m'a permis de mettre en évidence 3 grandes typologies de fils métalliques, à savoir donc le filet métallique. C'est un fil textile autour duquel une lame, donc c'est-à-dire une bande de section rectangulaire, une bande de métal de section rectangulaire, est enroulée en spirale. Donc c'est ce que vous pouvez avoir un aperçu microscopique ici, en haut à gauche. Le second type de fil métallique
identifié, c'est le cordonnet métallique, donc qui correspond à un assemblage de plusieurs filets métalliques. Et la troisième typologie, c'est la cantille. Donc c'est un fil de métal de section circulaire ou rectangulaire qui prend la forme en fait d'une spirale très serrée qui fait penser à un petit ressort. Et donc alliés à des fibres de coton, ces fils métalliques ont été employés dans la réalisation de broderies de type Dival et Zerdouze. Donc ce sont les styles emblématiques de la broderie d'or ottomane qui utilisent la technique de la couchure. Donc, c'est-à-dire que les fils métalliques, ils sont posés sur le tissu de fond et fixés à l'aide d'un fil textile qui passe au travers de l'étoffe. Donc, la broderie d'Ival, elle est notamment présente sur cette antari conservée au Mucem. Et en fait, on peut voir que sur un fond de velours prune, les motifs ont été réalisés par couchure de filets métalliques et de cantilles. Et on voit bien que les fils métalliques, ils sont alignés côte à côte, soit sur un gabarit de carton, comme on peut le voir ici en bas à gauche, soit sur un rembourrage en fil de coton. Et l'ensemble est maintenu au niveau des bords du motif par des points de fixation qui sont dissimulés. Quant à la broderie de type Zerdouze, elle est employée sur plusieurs pièces, dont ce manteau, également conservé au Mucem. Et on voit que les motifs décoratifs ont été brodés à la surface du tissu par couchure de cordonnets métalliques qui sont fixés en fait par des petits points réguliers qui sont dissimulés à l'intérieur même du cordonnet. Au-delà de ces observations purement techniques, ce sont des questions d'ordre socio-économique qui se posent. Les analyses ont notamment démontré le caractère semi-industriel des filets métalliques utilisés dans les broderies d'or balkaniques. On le voit parfaitement ici à travers l'extrême régularité du filet, que ce soit dans la largeur ou l'espacement des lames. On le voit également par les traces de laminage et par la présence d'ames textiles en coton en lieu et place de la soie. Ce constat, il implique l'existence de centres de production semi-industrielle de filets métalliques. On sait d'ailleurs que des ateliers de fabrication de fils existaient déjà au XVIIIe siècle, puisqu'ils sont mentionnés dans les correspondances officielles de cette époque. Mais la manufacture de ces filets, elle serait véritablement devenue intensive au XIXe siècle avec l'essor de la production de broderies d'or. Aujourd'hui, il reste à déterminer si ces ateliers étaient centralisés à Istanbul et dans les grands centres urbains d'Anatolie ou s'ils étaient directement implantés sur le territoire balkanique. Et enfin, parallèlement à ces ateliers de production de filets métalliques, on connaît l'existence d'ateliers de broderie d'or dans les Balkans. À propos des productions albanaises, Yvonne de Siquet, qui est docteur en archéologie, en histoire de l'art et qui a été une commissaire d'une exposition sur les costumes d'Orient de la collection Domal. Yvonne de Siquet, elle précise que les productions albanaises, elles sont fabriquées dans des ateliers spécialisés des grands centres urbains et elle cite les plus réputés dans l'ouest balkanique en citant notamment les villes de Yanina ou Skoutari. Et c'est une hypothèse qui paraît tout à fait plausible quand on sait que les grandes cités de l'Empire garantissaient l'accessibilité aux matières premières et aux modèles décoratifs, puisque les motifs étaient majoritairement conçus au sein de l'atelier du palais, puis transférés sur une variété de supports qui se retrouvaient dans les bazars et qui rejoignaient ainsi les ateliers urbains spécialisés. Ces considérations étant posées, c'est aussi l'identité des porteurs de ces broderies d'or balkaniques qui interroge, de même que leur contexte d'utilisation. La chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est la richesse de ces costumes
qui s'exprime aussi bien par la préciosité des tissus de fond, puisque dans le corpus, il y avait beaucoup de velours ou de soie, mais aussi par la qualité des broderies d'or et l'effet de surenchère décorative. Et tout ça, ça montre bien un usage occasionnel de ces costumes. Et d'ailleurs, le poids de ces productions est un argument supplémentaire, puisque le gilet que vous avez ici, il pèse presque 600 grammes. Donc, c'est vraiment un costume qui limitait toute amplitude de mouvement et qui contraignait le porteur à adopter une attitude relativement statique dans une optique en fait d'ostentation. Ces costumes, ils avaient en effet vocation à afficher le prestige social du porteur lors d'occasions spéciales et de rites de passage, donc notamment les cérémonies de mariage auxquelles étaient réservés les plus beaux ensembles. Et ici, cette anterija conservée au Mucem est vraiment emblématique de cette production, puisque c'est une robe de velours brodée de fils métalliques selon la technique d'Ival, qui présente un motif bindali. Donc ça signifie 1000 branches et ça consiste en fait en une profusion de ramifications et de fleurs. Et de ce fait, cet item fait partie du groupe des bindali anterija. Donc c'était l'anterija le plus cher et le plus richement décoré qu'une femme pouvait porter. Si dans l'Empire ottoman, la broderie d'or était en effet prioritairement destinée aux membres de la cour impériale et aux officiants religieux, à partir du XVIIIe siècle, il y a un autre groupe de commanditaires qui émerge, c'est l'élite sociale des grands centres urbains. Les broderies d'or, elles vont donc se démocratiser et elles deviennent accessibles à des populations qui sont éloignées de toute fonction officielle. Et pour revendiquer leur nouvelle place acquise dans la société, les riches citadins de l'Empire portent alors des costumes abondamment brodés d'or qui imitent ceux en vogue à la cour d'Istanbul. Et c'est donc à cette bourgeoisie citadine qu'étaient destinés les costumes du Mucem, puisque comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a pu confirmer l'aspect industriel des filets métalliques et aussi l'absence de soie qui est donc remplacée par du coton. Et ces deux éléments, ça montre bien que c'était avant tout l'effet visuel qui était recherché et non la préciosité même des matériaux. Et ce d'autant plus qu'on sait que la soie, c'était un matériau qui était accessible dans les Balkans. Et donc, ça évacue de fait l'argument d'une éventuelle difficulté d'approvisionnement pour expliquer cette quasi-inexistence dans les costumes du corpus d'études. Maintenant que les éléments matériels et contextuels relatifs aux costumes brodés d'or balkaniques sont établis, on peut s'interroger sur les phénomènes de transfert technique liant Balkans et monde ottoman. Donc pour ce faire, j'ai adopté une méthode comparative et c'est donc 6 costumes brodés d'or conservés au musée du quai Branly-Chakchira qui ont été analysés, donc selon les mêmes méthodes que celles mises en œuvre pour les items du Mucem. Et ces costumes, ils proviennent des 4 coins de l'Empire, notamment la Turquie, la Syrie, le Maroc et l'Algérie. Et il en résulte que les ressemblances techniques entre les deux corpus sont vraiment indéniables, tant pour les types de broderie, donc on retrouve les styles d'Ival et Zerdouze. Également, on retrouve des éléments de passementerie similaires, donc des glands, des boutons, des sous-taches, des tresses métalliques à chevrons. Et on retrouve également les mêmes typologies de fils métalliques, à savoir donc filets métalliques, cordonnets métalliques et cantilles. Et ici, la confrontation donc, des deux antaries du Mucem et du musée du quai Branly est particulièrement éloquente. Dans les deux cas, les filets métalliques et les cantilles ont été brodés selon la technique d'Ival, sur gabarit en carton et rembourrage souple en fil de coton. Et même s'il y a quelques différences qui ont pu être observées, notamment en ce qui concerne la variation dans la grosseur des fils au niveau des glands et aussi au niveau de la visibilité des points de couture,
ces différences, elles n'étaient pas assez discriminantes pour pouvoir réellement parler de variantes techniques. Donc, comme la chaîne opératoire semble analogue, voire même identique entre les Balkans et le reste du monde ottoman, ça laisse présumer d'une unification de la technique de la broderie d'or par l'Empire. Et le fait que l'essor de la production dans chaque ère culturelle conquise coïncide en fait avec le début de l'occupation ottomane, et ce malgré des dates de conquête différentes, ça va également dans ce sens. Par ailleurs, la très grande homogénéité des filets métalliques observés sur les deux corpus, donc vous avez ici des filets métalliques donc, provenant d'un manteau marocain et d'un manteau albanais. Et donc cet indice-là associé au fait qu'on retrouve des traces de laminage au niveau des filets métalliques, ça laisse penser qu'il existait un, voire des centres de production semi-industriels communs entre les Balkans et le monde ottoman. Et les analyses par microscopie électronique à balayage réalisées sur les échantillons du quai Branly ont confirmé cette hypothèse, puisqu'en fait que les filets métalliques proviennent d'Algérie, de Tunisie, de Syrie, de Turquie ou du Maroc, la composition et les traces métallographiques en fait sont similaires, et il s'agit à chaque fois de filets à matrice de cuivre recouverts d'une fine couche d'argent doré. Donc, ce constat d'unification de la technique de la broderie d'or par l'Empire, c'est vrai qu'elle rend dans un premier temps délicat le fait de parler de transfert technique, puisque ce sont des phénomènes dont l'appréhension se traduit avant tout par la recherche de similitudes entre des objets provenant d'aires culturelles différentes. Mais la problématique, c'est que quand il y a une trop grande ressemblance des productions, ça entraîne une dilution du concept. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les signes distinctifs qu'on va rechercher, puisqu'ils vont être alors considérés comme les témoins d'une résistance locale, donc ici à l'impérialisme ottoman. Mais à l'échelle d'analyse qui a été choisie pour cette étude, la survivance de traditions balkaniques où les marques d'une adaptation sont complètement inexistantes d'un point de vue technique. Cependant, même si certains chercheurs pourraient parler d'une imitation en fait pure et simple des techniques de broderie d'or ottomane dans les Balkans, c'est pas vraiment l'intérêt d'une recherche fondée sur les transferts culturels, puisque justement l'objectif c'est de ne pas se cantonner à une description factuelle des similitudes différences entre les objets, mais plutôt s'interroger vraiment sur les processus qui en sont à l'origine pour prendre en compte en fait les diverses modalités d'interaction entre les Balkans et le monde ottoman. Et c'est vraiment une approche du coup qui permet de se dégager de la théorie qui est souvent prégnante d'une forme d'hégémonie émanant du pouvoir central. Donc du coup, je me suis interrogée sur les facteurs de transmission des techniques entre les Balkans et l'Empire ottoman. Et ils apparaissent principalement au nombre de 3, à savoir la libre circulation des artisans au sein de l'Empire, l'importance conférée au commerce dans la vie quotidienne et les déplacements divers de population. En effet, dans un premier temps, la circulation des artisans, c'est un facteur primordial à prendre en compte. Elle était notamment permise par la Pax Ottomana, qui instaurait une absence de frontières au sein de l'Empire. On sait par exemple que dès le début du XVIIe siècle, il y a des brodeurs et des fabricants de filets métalliques turcs qui sont emmenés à Budapest pour y travailler, soit seulement un demi-siècle après la conquête ottomane de la Hongrie. Et le même scénario s'est déroulé en Pologne, puisque Roderick Taylor, donc qui est l'auteur d'un ouvrage sur la broderie ottomane, nous rapporte que, en plus des modes et des motifs importés de Turquie, l'aristocratie polonaise importait des techniciens.
Et l'auteur mentionne notamment l'implantation à Sluk d'un atelier avec des tisserands arméniens, un atelier qui était destiné à confectionner des écharpes en soie, un accessoire qui est devenu indispensable pour les nobles polonais dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et ces tisserands ont même apporté avec eux leur métier à tisser et une meule métallique qui était utilisée pour brunir l'argent et l'or avec lesquels les écharpes étaient confectionnées. Donc ça veut dire qu'en plus de se déplacer, les artisans ottomans, ils apportaient donc parfois avec eux leur matériel de travail, ce qui va bien au-delà d'une simple diffusion de leurs compétences techniques et de leur savoir-faire. Et il est tout à fait possible qu'un phénomène similaire se soit produit dans les Balkans, non pas avec des fabricants de soie, mais avec ceux de filets métalliques ou avec des brodeurs d'or professionnels turcs. Et cette hypothèse paraît d'autant plus pertinente que le contexte de production du corpus rejoint tout à fait la situation décrite par Taylor, c'est-à-dire que les costumes de mariage en broderie d'or, ils étaient particulièrement appréciés par la bourgeoisie urbaine balkanique. Dans un second temps, c'est le vaste réseau commercial qui parcourait l'ensemble du territoire ottoman, avec pour épicentre donc Istanbul, qui apparaît comme un possible facteur de transfert. En effet, en tant que centre de consommation de très grande ampleur, la capitale ottomane se trouvait au cœur d'un système d'importation et d'exportation extrêmement dense. Donc, elle importait de nombreuses matières premières, que ce soit de la soie, de l'or, des perles, mais privilégiait l'exportation de biens manufacturés. On a notamment le cas de fils de soie entourés d'or appelés scofions, ou le cas de brocarts ecclésiastiques, dont de nombreux exemplaires ont été retrouvés dans les trésors des monastères balkaniques. Et donc, pour illustrer cette dynamique au sein du monde ottoman, le cas des uniformes officiels est éclairant. En fait, ils étaient fabriqués dans des centres semi-industriels, puis exportés à travers l'Empire, ce qui explique que les costumes soient similaires à Alger comme en Bosnie. Et Taylor précise que ces ensembles, ils étaient brodés selon la technique d'Ival, un type de broderie qui était donc copié à travers tout l'Empire et qui est devenu un décor standard porté par les femmes pour les événements publics ou officiels. L'auteur rajoute que ce style a été adopté au Maroc et en Algérie, de même que dans les Balkans et le sud de la Russie. Donc plus que des matières premières et des biens manufacturés, ce sont donc des styles, des décors, voire même des techniques qui étaient susceptibles d'être diffusées par le biais de ce réseau commercial. Enfin, les déplacements de population opérés sous l'Empire ont également contribué à des mélanges de traits culturels. S'agissant des Balkans, il y a 2 vagues de migration qui sont à signaler. La première, ça concerne l'exode des Juifs séfarades d'Espagne, qui, à la suite du décret d'expulsion promulgué par les rois catholiques le 31 mars 1492, ont été contraints de quitter le pays. Et donc ces derniers se sont massivement réfugiés au sein de l'Empire ottoman et ils ont apporté avec eux un bagage culturel, que ce soit un langage, une littérature, une poésie, un bagage en fait dont ils ont préservé l'héritage à travers les siècles. Mais simultanément, ils se sont adaptés aux mœurs de la société urbaine ottomane. Et cette faculté d'adaptation, elle s'exprime notamment dans les costumes, puisque les Juifs séfarades ont adopté rapidement la technique de la broderie d'or, tant et si bien qu'elle est devenue un de leurs signes distinctifs. C'est ce dont notamment témoigne la confrontation visuelle des Antari Bindali du Mucem et du musée du Quai Branly, avec une robe de mariée juive qui est conservée dans les collections de l'Israel Museum, qu'on peut voir donc ici. Et en fait, il se pourrait vraiment que ce soit par l'intermédiaire de cette communauté que la technique de la broderie d'or se soit répandue dans les Balkans.
Et cela semble plausible quand on sait qu'au XIXe siècle, donc à l'époque de la production du corpus, la plus grande communauté juive séfarade de l'Empire était localisée à Salonique, où elle représentait plus de 60% de la population, et qu'il y avait également d'importants foyers installés sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Et cette hypothèse, elle peut être confortée par le fait que les séfarades travaillaient dans les manufactures de textiles. En fait, ils étaient spécialisés dans la fabrication des boutons et la manufacture de la soie, et étaient aussi artisans des métaux et de la broderie. Et on a des témoignages qui attestent également que le fil d'or était produit par les orfèvres juifs locaux. Et dans un second temps, il convient d'évoquer l'émigration massive des musulmans des Balkans vers l'Anatolie au moment des crises balkaniques. En effet, à la fin du XIXe siècle, ces musulmans se sont majoritairement installés dans les faubourgs d'Istanbul et ils ont apporté avec eux des modes et des savoir-faire, ce qui a pu favoriser les processus de transfert. C'est notamment ce qui semble s'être produit avec la tenue balkanique, qui associe salvar, donc c'est une sorte de pantalon bouffant qui est attaché à la taille par une ceinture, et sepken, donc c'est une sorte de veste courte qui est à manches longues et qui est ouverte sur le devant. Et en fait, si cet ensemble était très fréquent dans les Balkans, on constate qu'il a été adopté très largement dans les villes anatoliennes où se sont installés les musulmans. Et donc on peut imaginer qu'au-delà de ces typologies de vêtements, ce sont aussi des transferts d'ordre technologique qui ont pu avoir lieu, notamment dans le cas d'une migration des brodeurs professionnels, puisqu'en fait il est reconnu que les musulmans nouvellement implantés en Anatolie reprenaient la profession qu'ils exerçaient dans les Balkans. Et ça pourrait expliquer le fait que la broderie de type zerdouze, particulièrement associée aux Balkans, se retrouve aussi largement en Anatolie. Et ça met en évidence une réciprocité des transferts culturels. Donc pour conclure rapidement, j'insisterai sur le fait que la problématique des transferts culturels, elle nécessite vraiment de croiser les disciplines, surtout lorsque se mêlent des complexités historiques et culturelles, ce qui rend vraiment difficile le fait de dénouer l'imbroglio des influences. Et l'interdisciplinarité, ça apparaît dès lors comme un outil pour comprendre ces phénomènes. Et du coup, dans cette étude, c'est l'association d'une approche archéométrique et anthropologique qui s'est révélée pertinente, puisque si c'est l'analyse technique des costumes broderies d'or du Mucem et du Quai Branly qui a permis de mettre en exergue de très grandes similitudes entre les productions des Balkans et du monde ottoman, ce sont des réflexions d'ordre anthropologique qui ont permis d'éclairer les processus à l'œuvre dans ces phénomènes. Je vous remercie pour votre écoute. Oui, merci Audrey Madec de votre exposé. Vous avez rappelé un point qui est important, qu'on a évoqué en fin de matinée et puis en début d'après-midi avec Mélissande Bizoire et You Ruibo, c'est-à-dire l'importance des migrations des communautés d'artisans qui, effectivement, comme vous le dites, apportent leur technique et vous permet, effectivement, c'est le deuxième point, de conduire cette réflexion méthodologique sur ce que vous appelez les processus. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je préfère, comme vous, les notions de transfert ou de circulation à celles d'appropriation. Et en ce qui concerne l'ornement, je me permets de faire une remarque. En ce qui concerne l'ornement, la notion d'appropriation, elle est vraiment ambiguë. Parce que l'ornement, les arts ornementaux concernent essentiellement des objets utilitaires, fonctionnels. Et en réalité, d'un point de vue anthropologique, l'appropriation, c'est l'appropriation de la fonction. L'ornement est au service de l'appropriation de la fonction. Il ne s'agit pas de s'approprier l'ornement, vous voyez. Il n'y a pas ce type... voilà, il me semble que c'est manquer la nature de l'objet ornemental que de parler d'appropriation culturelle à son égard. Et je reviens à un troisième point,
que j'avais évoqué en introduction en citant Alberti, c'est-à-dire la dimension institutionnelle de l'ornement, et qui explique bien en quoi l'ornement est aussi un mode d'appropriation de la fonction. Lorsque vous avez évoqué ces habits qui sont des habits de noces, de rites, comme vous l'avez dit, de rites de passage, qui sont des habits institutionnels. Voilà. Et donc, vous avez très bien noué l'ensemble de ces dimensions pour une meilleure compréhension de l'ornement. Voilà. Des questions, des remarques? Oui, je vais poser une question toute simple. C'est vrai que en particulier dans les fils, hein, les fils de cuivre, argenté, doré, voilà. Il faut faire l'hypothèse de manufacture centralisée qui exporterait, ou est-ce qu'il y aurait des manufactures de fils dispersées dans tout l'Empire ottoman? Justement, c'est une question qui reste en suspens et qui mériterait des recherches complémentaires. Mais bon, là, c'était une recherche qui a eu lieu sur quelques mois, donc j'ai pas pu pousser plus en avant. Mais en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y avait des centres de production semi-industriels. Et probablement communs entre au moins les Balkans et le reste du monde ottoman. Parce que c'est vraiment les mêmes compositions qu'on retrouve sur l'ensemble de l'Empire. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'informations pour savoir s'il y avait des centres vraiment installés plutôt en Turquie, en Anatolie, et qui exportaient ensuite, ou si justement il y avait vraiment un réseau de centres de production spécialisés dans les filets métalliques. Alors, du coup, ça me conduirait, parce que j'essaie de comprendre cette uniformisation de la production, ça me conduirait à une deuxième question. Est-ce que dans ces manufactures, vous avez ce qu'on constate dans les manufactures occidentales et en particulier françaises à l'époque de Colbert et puis plus tard, est-ce que vous avez des règlements, vous voyez, une fixation du mode de faire, comme c'est le cas sous l'instigation de Colbert? Moi, j'ai pas pu me pencher sur les archives ottomanes en tant que telles, donc je pourrais pas vous répondre. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante et qui pourrait être creusée, pour voir. Ce serait bien, en fait, d'aller plus loin pour pouvoir répondre à ces questions-là. Parce que s'il y a des règlements, comme on appelle ça, alors ça explique une certaine uniformisation de la production. C'était l'ambition de Colbert. Mais je voulais dire aussi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une uniformisation aussi d'une technique qui est utilisée par bien d'autres pays et depuis très longtemps, enfin le fil d'or, l'utilisation, pas seulement dans la broderie, mais qui peut être utilisé autrement, parce que la façon dont le fil de métal est entouré, entoure le fil de soie, où on le retrouve aussi dans les fabrications indiennes, sur des bijoux, enfin pour les fermoirs des bijoux et tout ça, et on le retrouve dans d'autres. Alors est-ce que c'est une uniformisation très grande de cette technique d'utilisation de lames de métal que l'on voit aussi, enfin qui ont aussi été utilisées en Occident depuis très longtemps, parce que là on est quand même dans des techniques du 19e siècle pour la plupart, enfin dans les Balkans en tous les cas, et ce sont des techniques qui sont utilisées depuis fort longtemps et dans beaucoup de pays, donc en Inde comme en Occident. Donc voilà, les kantis, les choses comme ça sont des techniques de broderie aussi qu'on utilise depuis très longtemps. Oui, en ce qui concerne les typologies de fils, il n'y a rien de novateur. C'est la même chose, depuis bien longtemps. Là, après, ce qui est particulier, c'est vraiment qu'on a les mêmes techniques de mise en œuvre aussi de la broderie et qui sont quand même spécifiques au monde ottoman. Donc, notamment les types Dival et Zerduz. Et le fait aussi d'avoir mené des examens au microscope électronique à balayage et de voir que même la composition était similaire. Oui, c'est ça qui est donc voilà, ce qui est plus probant, c'est la composition. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'ensemble de métal, parce que là, c'est effectivement, on peut savoir non seulement le pourcentage et les alliages, mais également quelquefois même la provenance. Quand ils ont suffisamment d'échantillons. Donc ça, c'est encore plus probant quelquefois que des techniques qui peuvent être très ancestrales et qui
qui peuvent provenir de plusieurs pays, enfin simultanément, ou alors avec des lointaines influences. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Evelyne Possémé, j'avais deux questions en fait. La première, c'est est-ce que vous arrivez à remettre ces techniques de broderie justement dans une historicité? Je pense notamment parce que je viens de travailler il n'y a pas longtemps sur un caftan ottoman, donc un très beau caftan, pas un caftan, un carquois, pardon, ottoman, donc un très beau carquois sur rame de cuir où on avait justement des choses qui m'ont vraiment fait penser à ce que vous avez présenté, notamment la broderie en couchure et l'usage d'une lame de carton ou de... Nous, on ne savait pas si c'était carton ou cuir, on n'a pas vu. Mais en tous les cas, d'une lame de carton ou cuir en dessous de la broderie qui me paraît assez ottomane et j'ai l'impression qu'on ne la trouve pas nécessairement ailleurs, mais avec toutes les restrictions possibles parce que je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup étudié les broderies ailleurs. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir une vision un peu plus historicisée en fait, de la technique? Et ma deuxième question, c'est une question un peu technique parce que tous ces objets ottomans qu'on trouve dans les musées, comment vous arrivez finalement à en définir? Vous avez dit qu'il y en avait qui étaient balkaniques, qu'il y en avait qui étaient syriens, marocains, etc. Comment est-ce que finalement, puisque ces techniques sont très uniformisées autour de la Méditerranée, vous arrivez à définir une provenance pour ces textiles qui, pour moi, a toujours été très compliqué dans plein de domaines, mais pour le coup, pour les textiles ottomans, c'est un peu un casse-tête. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour vos questions. Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc, la première concernant l'historicité de la technique de la broderie d'or. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué parce que ça n'entrait pas dans le format. Mais c'est vrai en fait, un tiers de l'étude, elle était vraiment centrée sur la compréhension de la technique de la broderie d'or. Et elle s'est fait vraiment par échelle, c'est-à-dire que j'ai d'abord essayé de comprendre la technique de la broderie d'or occidentale, ensuite la broderie d'or vraiment ottomane, et éventuellement d'effectuer quand c'était possible, d'effectuer des parallélismes entre les techniques, mais seulement quand c'était certain et juste qu'il y avait des noms différents. Et ensuite, donc la broderie d'or balkanique via l'étude technique, parce que il y avait un manque de sources bibliographiques. Mais donc, oui, à chaque fois, j'ai quand même veillé à bien historiciser les différentes techniques. Et concernant la seconde question, bon, ça, c'est vrai que c'était un des autres écueils méthodologiques qu'il a fallu contourner. Donc là, l'avantage, c'est que le corpus que j'étudiais, ça venait de la collection du duc d'Aumale. Donc du coup, il y avait quand même une bonne documentation. Et donc, en fait, c'était souvent les items du Quai Branly et du Mucem, en fait, viennent de la même collection. Et j'ai aussi correspondu avec une conservatrice serbe pour avoir son avis au niveau des provenances, parce qu'elle s'y connaissait mieux que moi. Et j'ai aussi beaucoup écumé les bases de données étrangères pour essayer de faire le distinguo. Mais c'est vrai que ce sont à chaque fois dans les recherches sur les transferts culturels, il faut vraiment prendre garde à ce genre de considérations. J'aimerais faire une remarque. Le Maroc ne fait pas partie de l'espace politique ottoman. Et ce qui veut dire une chose bien précise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite d'élite turque qui se sont installées, comme c'est le cas en Égypte ou comme c'est le cas en Tunisie, et qui apportent évidemment des traditions. Voilà. Donc il y a une spécificité marocaine qui mérite d'être étudiée, ce qui n'empêche pas les transferts, les circulations, mais j'imagine dans d'autres conditions qu'en Tunisie, en Égypte, et dans la grande série de cette époque.